Bonjour, potentiel candidat au concours administratif. Comme convenu aujourd'hui, donc, il est question d'étudier le concept d'État. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle d'État, vous ne pouvez pas, en principe, réussir le concours de l'École nationale des douanes, encore moins de l'École nationale des polices ou de l'École nationale d'administration sans une bonne maîtrise à cerner l'État dans toutes ses dimensions, dans tous ses contours. C'est pourquoi j'ai considéré pour ce premier cours, pour cette première séance, de partager un certain nombre d'informations avec vous sur la notion d'État. Quand on parle d'État d'abord, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que l'État a été un sujet de prédilection. Les philosophes ont eu à théoriser la notion d'État, les historiens, les anthropologues, les historiens. Donc, ce qui veut dire que chaque discipline a sa conception de l'État. Nous aussi, juristes, nous avons notre conception de l'État. Pour les juristes, quand on parle d'État, c'est la combinaison d'un certain nombre d'éléments. Il faut d'abord des éléments sociologiques et des éléments juridiques. Relativement aux éléments sociologiques de l'État, c'est que l'État est d'abord une population, l'État est un territoire, mais l'État est un pouvoir politique. Nous allons donc analyser ces éléments un à un pour que vous puissiez comprendre davantage ce qu'est l'État. L'État est d'abord une communauté humaine établie sur un territoire. Quand on dit que l'État est une communauté humaine établie sur un territoire, par là, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on ne peut pas concevoir l'État sans un ensemble d'individus. Il faut impérativement des individus. Si l'État est une société organisée, c'est parce qu'il se compose d'individus sur lesquels s'exerce justement le pouvoir. Mais la population de l'État peut être hétérogène, comme elle peut être homogène. Quand on dit que la population de l'État est hétérogène, ça veut dire tout simplement au sein de la population de l'État, nous y trouvons des gens qui ne partagent pas la même religion. Prenons l'exemple du Sénégal, c'est un État. Il y a des catholiques, des juifs, des témoins des Jéhovah, des musulmans, etc. Autant il y a des gens qui ne partagent pas la même religion, il y a aussi au sein de l'État des gens qui n'appartiennent pas à une même communauté linguistique. Il y a des Sérères, des Diola, des Wolofs, des tout couleurs. Donc ce qui signifie tout simplement qu'il y a des hommes, des femmes, des lesbiennes, des homosexuels. Ça signifie tout simplement la population de l'État. Donc premier élément constitutif de l'État, c'est la population. Il faut impérativement une population. Sans population, on ne peut pas parler d'État. Maintenant, quand on dit que la population de l'État est homogène, ça signifie tout simplement qu'au-delà de nos clivages linguistiques, qu'au-delà de nos clivages ethniques, raciaux, religieux, nous sommes tous soumis à un même ordre juridique. Dans un État, il n'existe pas de loi destinée aux Sérères et d'autres lois destinées aux Diola. Que nous soyons Sérères, Diola, tout couleur, Wolof, il y a des lois édictées par le pouvoir politique que nous verrons après. Et ces lois s'imposent à tous les individus de l'État. Donc, premier point, donc, la répétition a une vertu pédagogique. Il faut d'abord un État, une population. Sans population, pas d'État. La population de l'État, c'est l'ensemble des individus qui composent l'État. Individu, ça veut dire tout simplement l'ensemble des personnes physiques, des hommes en chair et en os. Et que donc la population peut être hétérogène comme elle peut être homogène.
hétérogène, diversité des races, diversité des langues, diversité de la religion, homogénéité, soumission à un même ordre juridique. La question maintenant qu'il faut se poser est celle de savoir, est-ce qu'il y a un seuil en deçà duquel on peut parler d'État? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que maintenant le droit international exige, relativement à la constitution de l'État, qu'il y ait un certain nombre d'individus? Est-ce qu'il faut 10 000 individus? Est-ce qu'il faut 1000 individus? Est-ce qu'il faut 1 million d'individus? Sur cette question, le droit international est silencieux. Quand on dit que le droit international est silencieux, ça veut dire que tout simplement, donc, il n'existe pas en réalité un seuil en deçà duquel on ne saurait parler d'État. Donc la population de l'État, c'est ce qui explique la coexistence d'États ludipiens, de petits États, composés de 10 000 individus, qu'on appelle les îles Néo. Il y a des États qui dépassent les milliards d'individus, je veux parler de la Chine. Il y a des États, prenez le cas de la Gambie, qui ne fait même pas 5 millions. Donc vous voyez, donc ça signifie tout simplement ce que vous devez comprendre, ça veut dire que donc le nombre n'est pas pris en considération relativement à la constitution de l'État. Au-delà de la population de l'État, il y a un deuxième élément. Toujours, je parle des éléments sociologiques. Je vous rappelle que quand on parle d'État, il faut la réunion d'un certain nombre d'éléments pour les juristes. Il faut d'abord des éléments sociologiques, et parmi ces éléments sociologiques, il y a d'abord la population, mais il y a un territoire. Quand je parle de territoire, le territoire c'est l'espace géographique sur lequel l'État exerce sa souveraineté. D'accord? Et le territoire de l'État peut contribuer à la stabilité de l'État, comme le territoire de l'État peut contribuer à la déstabilisation de l'État. Quand vous avez un État qui repose un certain nombre de ressources naturelles, généralement, cela peut permettre au pouvoir politique, quand je parle du pouvoir politique, nous y reviendrons, donc cela peut permettre au pouvoir politique, justement, en vertu, sur la base des revenus tirés de ces ressources, de faire face aux préoccupations auxquelles sont confrontées les populations de l'État. Si vous avez du pétrole, vous avez du gaz, du manganèse, du plomb, les revenus tirés justement de ces ressources énergétiques ou de ces ressources gazières peuvent permettre au pouvoir politique de faire face aux besoins, aux préoccupations auxquelles sont confrontées les populations de l'État. Mais c'est qu'il y a un risque. Quand vous avez du pétrole, cela est de nature à susciter un certain nombre de convoitises des multinationales. Ce n'est pour rien que dans les pays, pratiquement dans la quasi-totalité des pays africains où il existe des guerres civiles, pour peu qu'on s'intéresse à ces pays, on se rend vite compte que ce sont des pays qui sont riches, soit en pétrole, ou bien en gaz, ou bien en manganèse. Prenez le cas justement du Libéria. Prenez le cas du Nigeria, prenez le cas de la Sierra Leone, ce sont des pays, le cas du Soudan, ce sont des pays qui sont riches en pétrole. Et puisque ce sont des pays, prenez le cas aussi du Congo, rappelez-vous de la guerre civile en 1998 entre les ninjas et les cobras, entre les partisans de Denis Sassou Nguesso et de Bernard Korila. Et tout le monde, à moins qu'on soit un peu idiot pour ne pas comprendre que derrière cette guerre civile, il y avait justement les multinationales et le fait total. Donc vous voyez, autant le territoire en tant que réservoir de richesse peut contribuer à la stabilité de l'État. Mais autant il peut contribuer à la stabilité de l'État, le territoire aussi, du fait qu'il regorge un certain nombre de ressources, peut susciter la convoitise des multinationales. Donc il y a d'abord une population, il y a un territoire. Et je rappelle déjà, il y a des documents, nous avons traité le sujet intégralement, que nous mettrons à votre disposition pour vous permettre justement de comprendre davantage ce que nous sommes en train de dire. Et compte tenu des contraintes temporelles, nous ne pouvons pas justement aller au-delà de ce que nous venons de dire. Maintenant, le troisième élément, c'est le pouvoir politique. Quand on parle de pouvoir politique, c'est une relation de domination et d'obéissance. Dans tous les États du monde, il faut qu'il y ait des gens qui gouvernent et que des gens qui obéissent.
Ici, prenons le cas du Sénégal. Il y a des gens qui gouvernent, d'accord? Il y a des gens qui obéissent aux règles qui sont édictées par le pouvoir politique. Généralement, le pouvoir politique est incarné par le pouvoir exécutif, par le président de la République. Ici au Sénégal, nous avons un président de la République, c'est le président Macky Sall, qui prend des décisions, ou bien nous avons aussi l'Assemblée nationale qui prend des décisions, mais lesquelles décisions s'imposent à l'ensemble des individus établis sur le territoire de l'État. D'accord? Donc, pouvoir politique, et quand on parle justement de ce pouvoir politique, l'idée principale à retenir, au-delà du fait qu'il soit une relation de domination et de puissance, c'est que le pouvoir politique dans un État, rappelez-vous de Max Weber, c'est que le pouvoir politique détient le monopole de la contrainte légitime. Seul l'État a la possibilité d'exercer la violence sur ses citoyens. Nous autres citoyens, nous n'avons pas seulement ces prérogatives, nous n'avons pas ce pouvoir d'exercer la violence sur nos semblables. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre seulement de nous faire violence à nous-mêmes. Si nous faisons violence à nous-mêmes, nous tombons sous le coup de la loi. Il y a des institutions qui ont été mises en place, il y a des tribunaux qui ont été mis en place. Lorsque vous estimez que vos droits ont été violés, vous avez la possibilité justement de saisir ces institutions à charge pour elles de vous rétablir dans vos droits. Donc quand je parle de pouvoir politique, donc pour rappel, donc ce que vous devez retenir ici, vous allez faire des recherches, parce que je vous rappelle que ces cours, la dernière fois je vous avais fait comprendre, réussir le concours de l'ENA exige un sacrifice, exige une certaine culture. Donc les cours que nous faisons ici ne doivent pas être votre seule nourriture. Donc nous, ce que nous pouvons, c'est de par des recherches, les cours que nous vous donnons. Donc il faut une population, il faut un territoire, il faut un pouvoir politique. Population, un ensemble d'individus unis au nom à l'État par un lien spécial qu'on appelle la nationalité. Population pouvant être hétérogène, c'est-à-dire que tout simplement au sein de la population, il y a des gens qui ne partagent pas la même communauté linguistique, qui ne partagent pas la même religion ou qui n'appartiennent pas à la même ethnie. Au-delà justement de cette population, il faut un territoire, l'espace sur lequel l'État exerce sa souveraineté. Il faut que l'État, parce que l'État est producteur de normes, en tant que producteur de normes, l'État crée des lois, crée des textes. Et ces textes ne sont applicables que sur son territoire. Au-delà de son territoire, ces règles deviennent caduques. Ça dit tout simplement, quand je dis ces règles deviennent caduques, ça veut dire qu'elles n'ont aucune valeur. En ce qui concerne le troisième point, le troisième élément constitutif, le troisième élément sociologique constitutif de l'État, c'est le pouvoir politique. Relation de domination et d'obéissance. Dans tout État, il faut qu'il y ait des gouvernants et des gouvernés. D'accord? Au-delà de cet aspect, si important soit-il, il faut aussi se faire à l'idée que seul l'État détient le monopole de la violence légitime. Seul l'État peut exercer la violence. Toute autre personne qui exercerait la violence tomberait sous le coup de la loi, parce qu'il est formellement interdit de se faire justice à soi-même. Maintenant, ça, ce sont les éléments sociologiques de l'État.